Alors, nous allons rentrer maintenant dans un sujet très transversal, je pense. Nassim Bouhéroua, qui est professeur à l'hôpital des 15-20 et en poste à l'Institut Forsyth, qui va nous parler de la neurotisation cornéenne et des greffes et les greffes de cornée. Merci Alors, la beaucoup. neurotisation, c'est utilisé en ophtalmologie, mais pas seulement, donc je pense que ça va intéresser pas mal de personnes. Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour l'organisation. Je suis très honoré d'être présent aujourd'hui avec notre prix Nobel français, Monsieur Mourou. Alors, donc voilà, je vais vous parler de la neurotisation cornéenne et des kératopathies neurotrophiques. Alors, on parle bien de kératopathies neurotrophiques parce que la problématique dans les kératopathies neurotrophiques, c'est l'innervation de la cornée et non pas comme dans les kératites, un problème inflammatoire. Alors, le premier qui a décrit le rôle de l'innervation dans la cornée, en fait, c'est un Français, c'est François Magendie qui, dans son traité de physiologie en 1824, découvre, par ses expériences de section du nerf trijumeau, que la nutrition de l'œil est sous influence nerveuse, c'est-à-dire que lors de la section du trijumeau, il se rendait compte que la cornée des animaux allait se perforer. Alors, que dire de cette innervation de la cornée? Donc l'innervation de la cornée, elle provient de la branche ophtalmique du nerf trijumeau. Donc le nerf trijumeau qui est donc le nerf 5. Ce nerf trijumeau va cheminer le long du globe. Donc on va avoir ce qu'on appelle des ramifications des nerfs ciliaires qui vont arriver au niveau du pôle postérieur et puis cheminer le long de la sclère, arriver au niveau de la cornée à une profondeur d'environ 300 microns d'épaisseur et puis ils vont se ramifier progressivement pour constituer un plexus nerveux sous-épithélial, puis des terminaisons nerveuses libres dans l'épithélium. Et donc ces nerfs sont très nombreux dans la cornée. La cornée, c'est l'organe périphérique le plus densément innervé du corps humain. C'est plus innervé que la peau, que la pulpe dentaire. Donc ces nerfs qui sont dans la cornée ne sont pas myélinisés, ce qui permet la transparence cornéenne. Ce sont des terminaisons après même qui n'ont même pas de cellules de Schwann au niveau de l'épithélium. Ce sont des terminaisons nerveuses dites libres. Alors, si on regarde sur des coupes histologiques, donc ça, c'est issu de cornées de souris transgéniques qui expriment la GFP, la protéine fluorescente verte, dans les axones. On peut voir la densité et puis on peut voir euh, ici, quand on décompose l'image, qu'on a donc des troncs au niveau du stroma qui sont un peu plus épais et puis qui vont après former ce plexus sous-basal qui prend un aspect un peu spiralé. Cet aspect spiralé, il est lié au mouvement des cellules épithéliales et puis à la convexité de la cornée et puis des terminaisons nerveuses libres intra-épithéliales. Quand on regarde sous une forme de coupe, donc on a ici les troncs nerveux, et puis après le plexus sous-basal, avec les terminaisons ici en bleu, on est dans l'épithélium. Ces terminaisons nerveuses vont avoir un rôle important de trophicité pour la cornée, et elles vont avoir différentes fonctions. Alors, on va les distinguer entre des terminaisons nerveuses qui sont dites des récepteurs au froid, qui expriment un récepteur qui s'appelle TRPM8. Ce récepteur au froid va entraîner une stimulation du larmoiement lorsqu'on aura une baisse de température. Donc, c'est typiquement les personnes qui sortent de chez eux l'hiver et disent, bah, l'hiver, quand la température baisse, je trouve que mon œil pleure. On a des mécanorécepteurs, ceux-ci vont être stimulés par des actions mécaniques, donc de pression sur l'œil, et puis les récepteurs polymodaux qui, eux, vont être sensibles aux stimuli chimiques. Donc, par exemple, vous épluchez des oignons et vous avez un larmoiement, le gaz lacrymogène qui donne un larmoiement. Donc, ça, c'est les récepteurs polymodaux qui sont les plus nombreux dans la cornée. Ces terminaisons vont aussi avoir des formes et des épaisseurs plus ou moins distinctes entre fibres A delta plus épaisses, fibres C qui sont plus ramifiées, plus fines, et donc avec des vitesses de conduction différentes. Donc si on décompose l'image de l'innervation de la cornée, on voit par exemple ici en rouge les fibres mécaniques, on ajoute par exemple en vert les fibres polymodales, et vous voyez que certaines sont jaunes, ça veut dire qu'elles expriment les deux modalités. Et puis, si on ajoute après, par exemple, en bleu, les fibres au froid, on va avoir un enchevêtrement de différentes fibres avec différentes fonctions au niveau de la cornée. Et donc, on a voilà, ici en fort grossissement, vous voyez, certaines fibres avec une, deux, voire trois modalités. Et ici en bas, on voit cette image un petit peu de ganglion trigéminé. Donc, c'est une coupe histologique et on voit les différents noyaux trigéminés avec en vert, jaune, etc., les différentes modalités. Donc on parle d'innervation de la cornée, mais en fait, on a différents types de fibres. C'est comme dans la peau, on a différents types de fibres.
Donc ces nerfs, ils servent à quoi? Ils servent à protéger la surface de l'œil, donc avec le réflexe dit de clignement et le réflexe de larmoiement. Donc quand la cornée est stimulée, l'œil va soit cligner, soit larmoyer. Mais également, ils ont une fonction trophique. Les nerfs vont sécréter certaines substances comme la substance P ou le CGRP qui vont nourrir l'épithélium. Et l'épithélium, lui, en retour, va sécréter des substances comme le NGF, le facteur de croissance des nerfs, qui va, lui, permettre la croissance nerveuse. Et le NGF, d'ailleurs, qui est également aussi une découverte intéressante en ophtalmologie, puisque c'est aussi un prix Nobel. C'est Madame Rita Levi qui a découvert le NGF dans les années 50 et qui a eu le prix Nobel de médecine en 1986 pour la découverte du NGF. Et on a eu un collier maintenant en ophtalmologie à base de NGF qui est sorti dans les années 2012-2013 après une étude multicentrique, donc une histoire aussi de plusieurs années pour amener un prix Nobel vers la thérapeutique. Et puis, les nerfs ont aussi un rôle dans l'inflammation. Donc, les nerfs vont réguler les cellules immunitaires de la cornée. Dans la cornée, on a dit tout à l'heure que c'était un tissu qui est transparent, avasculaire, mais en fait, c'est un tissu qui est très riche en nerfs et qui contient des cellules immunitaires. Et ces cellules immunitaires vont être régulées par l'innervation. Alors, qu'est-ce qui se passe quand l'innervation de la cornée est atteinte, défaillante? Eh bien, on va avoir des symptômes de baisse de trophicité de l'épithélium. Donc, on va avoir un œil au départ, un œil sec. Et puis après, dans des stades plus avancés, on va avoir une kératopathie neurotrophique. Vous voyez ici un ulcère cornéen. Voilà. Et cet ulcère cornéen, avec l'exposition du stroma, va finir parfois par faire un aspect de fond de cornée, voire de perforation de la cornée. Donc en pratique, on n'a pas beaucoup de solutions pour soigner ces patients et on va venir vers les solutions thérapeutiques dans la deuxième partie. Alors, est-ce que c'est quelque chose de fréquent? C'est quand même assez fréquent l'atteinte de l'innervation de la cornée en neurotrophique, c'est 5 à 11 pour 10 000 euh, personnes. Et on va avoir une atteinte de l'innervation possible dans différents contextes. Soit après une chirurgie orbitaire, on va avoir tout ce qui va toucher le nerf trijumeau sur son trajet peut donner une atteinte d'innervation. On peut avoir ça après une chirurgie de rétine avec un laser extensif au niveau des nerfs ciliaires. On peut avoir ça bien sûr en neurochirurgie. Je parlais tout à l'heure avec un collègue from China, neurosurgeon, qui expliquait donc on a des liens avec les neurochirurgiens euh, avec des chirurgies de neurinomes et méningiome qui vont entraîner des sections euh, de la branche ophtalmique, et bien sûr toutes les pathologies de la cornée après greffe, après chirurgie réfractive. Donc ça représente quand même une bonne partie les procédures neurochirurgicales, les atteintes de la cornée, 30%. Également toutes les pathologies infectieuses de la cornée, vous voyez, herpès et zona, ici une image d'un herpès cornéen. Les procédures de chirurgie rétinienne, vous voyez ici, c'est une vitrectomie, c'est 10%. Ça, c'est les étiologies principales. Dans tout ça, on va avoir une grande part de iatrogénie, et donc c'est ce que je disais. Donc la vitrectomie avec le laser, c'est une dizaine de pourcents. Chirurgie, si vous voyez une greffe de cornée, c'est environ 5%. Les radiothérapies, le fait d'irradier au niveau de la face, ça peut donner des kératopathies neurotrophiques. La toxicité des médicaments, ici, vous voyez en chirurgie réfractive, le fait de faire ce capot au laser femtoseconde va brûler les nerfs cornéens et donner potentiellement une sécheresse, voire parfois des kératopathies. Ici, une étude qu'on avait fait il y a une dizaine d'années, qu'on a publiée dans Ophthalmology, où on montrait que le laser induisait une dénervation. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ces kératopathies neurotrophiques? On a la possibilité d'utiliser de l'arme artificielle, du sérum autologue, des facteurs de croissance à base de NGF, mais ça, c'est quand il reste encore des nerfs dans la partie avant de l'œil. Quand on est sur une atteinte postérieure, on n'a plus de nerfs dans la cornée, donc on va devoir faire ce qu'on appelle une neurotisation, et donc on va essayer de rapporter une nouvelle innervation au niveau de la cornée. Donc la neurotisation, on l'utilise déjà dans différentes procédures en ORL, par exemple, en orthopédie. Donc le principe, c'est d'aller réinnerver un territoire dénervé. Et pour ça, on va utiliser un nerf donneur et puis un nerf greffe. Ici, nous, en ophtalmologie, on peut utiliser donc comme donneur le supratrochléaire ou le supraorbitaire. Et puis les nerfs donneurs, ça peut être le nerf grand auriculaire dans le cou, le nerf au niveau du bras ou de la jambe. Et le pronostic va être lié à la qualité de l'anastomose.
Donc on avait montré, hein, j'étais venu ici en 2019, on avait présenté la technique qu'on avait mis au point avec mon collègue ORL, le docteur Ben Kattar, où on utilise un nerf grand auriculaire pour réinnerver la cornée. Vous voyez ici une cornée qui est dénervée, par exemple en rouge, et on va utiliser donc le nerf grand auriculaire comme une autoroute pour ramener les nerfs du supratrochléaire dans la cornée et ainsi réinnerver la cornée. Donc ça se présente comme ceci. On voit ici sur une petite incision d'environ 2 cm, on prélève le nerf grand auriculaire. Ici, une incision d'environ 1 cm pour trouver le nerf supratrochléaire. Et on va connecter ensemble donc le nerf supratrochléaire et le nerf grand auriculaire pour servir grand auriculaire d'autoroute pour amener les nerfs vers la cornée. Vous voyez une suture ici avec un monofilament 10-0. Et on va pouvoir ainsi réinnerver la cornée. En post-opératoire, l'aspect, le patient a une cicatrice cornéenne euh, toujours présente. Donc, vous voyez, après quelques mois, quand on suit les patients, vous voyez, à 3 mois, on commence à avoir des faisceaux nerveux dans la cornée. Ça, c'est grâce à la microscopie confocale qu'on peut voir les nerfs cornéens. Et puis, on va avoir des petites cicatrices, donc un résultat esthétique tout à fait intéressant. Mais la vision du patient n'a pas été améliorée pour autant, puisque la cicatrice cornéenne est toujours présente. Donc, on est passé sur une deuxième étape de nos procédures. C'est ce qu'on vient de publier là cette année en 2025 dans l'American Journal of Ophthalmology, cette fois-ci, où on a suivi notre cohorte de patients et parmi ces patients, on a pu greffer certains patients. Donc, vous voyez ici un exemple d'un patient qui avait cette opacité cornéenne. Ici, on voit les faisceaux nerveux de neurotisation. La cornée était bien énervée, la sensibilité cornéenne était revenue. Et donc, on a pu après réaliser la greffe. Ici, donc là, c'est la procédure chirurgicale. Donc là, ici, on est sur une greffe totale de la cornée, hein. La cornée est totalement opaque. On a cette fois-ci une néovascularisation cornéenne, hein, puisqu'on après cicatrice, inflammation, on a des nouveaux vaisseaux qui peuvent arriver. Et le patient présente également une cataracte très dense. Donc là, on va faire une chirurgie de cataracte à ciel ouvert cette fois-ci. Donc on est loin des technologies femtosecondes cette fois-là. C'est l'extraction entière en une étape du cristallin, mais en gardant le sac, ce qui nous permettra d'utiliser un implant, de pouvoir positionner un implant après dans le sac. Voilà, donc un gros cristallin assez brun, hein, donc une cataracte assez dense. Hop. Ensuite, on positionne la cornée, donc qu'on va suturer. Et puis, à la fin, on va utiliser donc un plan de cataracte classique, une membrane amniotique pour aider à la cicatrisation et voilà l'aspect, donc ça c'est en post-opératoire. Donc on a pu suivre ces patients sur de nombreuses années en microscopie confocale. Voici un exemple de quelques patients. Vous voyez, avant la greffe, après la greffe, la microscopie confocale, après la neurotisation, montrait bien la présence de nerfs. La sensation cornéenne était présente. Et après la greffe, on a à nouveau des nerfs dans la cornée avec une sensation qui revient aussi. Donc avant greffe, avant neurotisation, on n'avait pas d'innervation, pas de sensation. Neurotisation, on apporte l'innervation et la sensation. Ça nous permet après de faire la greffe et de retrouver innervation et sensation après la greffe. On a également récupéré ces boutons cornéens de patients qu'on a analysés et on voit que on a reconstitué une anatomie cornéenne normale avec un plexus sous-basal, des terminaisons nerveuses épithéliales. Donc on a recréé une innervation cornéenne. On le voit bien ici avec ces marquages, ici à bêta-3 tubuline. Alors la question qu'on s'était posée, c'était pourquoi le patient va avoir des nerfs au départ et puis pas de sensation. Bah, c'est en fait parce qu'on reproduit un néo-développement. Vous voyez ici, c'est la course au développement chez les embryons de souris marqués à tubuline. Et on voit qu'au départ, en fait, les troncs du stroma arrivent dans la cornée, mais les terminaisons nerveuses ne sont pas encore présentes. Et ben, c'est exactement pareil après une neurotisation. On a d'abord l'envahissement nerveux, et après, on va avoir la fonction avec les terminaisons nerveuses libres. Donc, pour conclure, en fait, la neurotisation, c'est ce que je dis, permet de réinnerver la cornée. Cette réinnervation est durable, permet la réalisation secondaire de greffe de cornée. Donc maintenant, on a un suivi quand même de 8 à 9 ans pour nos patients. Et la réinnervation de la greffe est permise par la neurotisation qui rend la réhabilitation visuelle possible pour les kératopathies neurotrophiques. Alors, je vous remercie pour votre attention et je voudrais finir, s'il vous plaît, par un hommage au professeur Fouque Wang qui nous a quittés cette année parce que
J'étais venu ici en 2019 sur son invitation et celle du professeur Laurent Laroche. Et donc, ça avait été mon premier chef de service et maître en ophtalmologie. Et c'est grâce à lui que je suis parmi vous aujourd'hui. J'étais déjà en 2019 et puis aussi, bien sûr, parmi vous aujourd'hui. Donc, je lui rends hommage à travers cette présentation que je lui dédie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nassim. Bel hommage et très présentation extrêmement intéressante et je pense elle est très transversale et je pense qu'il y a beaucoup de questions sans doute parce que c'est une technique qu'on utilise également pour les lésions du plexus brachial, etc. Oui, Donc je pense que ça va intéresser. Y a-t-il des questions tout le monde est impressionné par la non. présentation? Oui, en tout cas, oui, c'est. Ah, voilà, il y a une question. Oui, Oui, merci infiniment de votre bonjour. présentation impressionnante. Une question peut-être à la frontière de votre topo, mais est-ce que l'ophtalmoplégie sympathique relève du même mécanisme L'ophtalmoplégie sympathique, Oui, là, c'est une atteinte du ganglion ciliaire. oui, C'est un peu différent. Non, non, c'est d'accord. différent. Et le traitement n'est pas le même. Non, non, non. Et d'ailleurs, on a souvent dans les livres, on parle de l'innervation qui vient du trijumeau et qu'une partie de l'innervation vient du système sympathique au niveau de la cornée. Ça, on n'a jamais, nous, vraiment réussi à le mettre en évidence, l'innervation sympathique, qui est censée représenter 5 à 10 des fibres cornéennes. On n'a jamais vraiment réussi à le mettre en évidence au niveau de la cornée. Donc voilà. Par contre, au niveau de l'iris, oui, on a une atteinte ganglion ciliaire, iris, innervation sympathique. Ça, oui, on a un lien bien établi. Marc, as-tu un commentaire En fait, c'est une présentation qui est extrêmement importante pour nous ophtalmologistes parce que pendant longtemps, on a négligé le rôle de l'innervation de la cornée et alors que c'est quelque chose de majeur et ça se retrouve dans tous les endroits du corps humain, hein. Les diabétiques qui font des polynévrites et qui ont des problèmes au niveau des orteils. Et il a fallu effectivement tes travaux pour qu'on comprenne mieux, qu'on fasse ce type de chirurgie qui est longue, etc. Parce que de l'extérieur, vous pouvez rendre compte que le patient, il a un ulcère, il a une cicatrice centrale. Peut-être qu'il suffit juste de lui changer sa cornée avec une greffe, on lui change le carreau, il va bien voir. Mais en fait, non. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'innervation de la cornée, la greffe, elle est rejetée directement, hein. Mm. Ça reperfore derrière. Donc, on ne peut pas avoir de récupération. Donc, il faut recréer l'environnement. Et cet environnement, ce que tu as montré, c'est avec l'unité de recherche, effectivement, 15-20, on a quand même une iconographie absolument extraordinaire aujourd'hui, hein. Ouais, les Euh, belles scènes. donc, moi, Je remercie d'ailleurs Alain Chédotal, qui est le directeur du labo qui nous a aidé à développer toutes ces lignées de souris transgéniques depuis maintenant 13-14 ans. Et donc, on a pu, grâce à lui, avoir toute cette technologie à mise à disposition pour mieux comprendre la physiologie, mieux comprendre les pathologies. Et puis, on apporte la preuve que la greffe de cornée peut prendre ensuite. Ça, c'est extraordinaire, vous voyez. Parce que la cornée, voilà, je vous entendais dire d'où est-ce qu'elles viennent ces cornées. Bon, elles sont conservées dans une banque de cornée, c'est-à-dire un laboratoire. Donc à Paris, c'est passé dans l'Est parisien. Voilà, il y a la Banque française des yeux. Eh bien, il y a des techniciens qui reçoivent des cornées de donneurs, qui les mettent dans des flacons de conservation, qui vont évaluer leur qualité. Mais ce très beau tissu que l'on va greffer, ben maintenant, on sait qu'il peut être accepté par ces yeux-là qui ne le permettaient pas avant. Voilà, c'est ça l'importance de cette communication. Merci, Marc. la quantité, dernière question, le nombre de patients opérés par cette technique actuellement Alors, en France, dans le monde, chez nous, en France et dans le monde? je n'ai pas les chiffres au niveau du Et monde. Je peux te dire que l'ordre, nous, on est l'ordre. à une cinquantaine de patients. Euh, Après, dans le monde, je sais pas, mais c'est pas des très grandes séries, hein. C'est pas comme la cataracte, 1 million de patients par an. Si on prend le ratio 15-20 où on fait 13 000 cataractes par an, on a fait 50 neurotisations. Donc c'est un ratio qui est faible. Après, on a d'abord utilisé la notification pour les patients qui avaient des lésions totales de l'innervation liées à l'atteinte du trijumeau. Euh, Maintenant, peut-être que ça va pouvoir, avec le recul, on sait comment ça marche, on a confiance dans la méthode, ça pourra peut-être s'étendre à d'autres indications, œil sec très sévère, euh, autres indications, mais pour le moment, ça restait quand même quelque chose pour peu de patients. C'est pas
comme la cataracte ou la chirurgie réfractive. Alors pour cette technique qui concerne peu de patients, donc est-ce que, alors c'est le problème des niches chirurgicales, et est-ce que les 15-20 constituent un centre de référence justement pour cette pratique? Oui, oui, disons qu'on centralise la quasi-intégralité des procédures en France. Après, on a quand même des collègues à Montpellier, comme Vincent Dayen, qui va parler juste après, qui va présenter, qui fait des procédures. On a des collègues à Strasbourg qui font des procédures. Mais je pense que par le fait qu'on ait beaucoup de CHU de neurochirurgie autour de nous, on a eu beaucoup de patients. Mais voilà, c'est un effet centre. Et puis les collaborations avec les neurochirurgiens. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour Merci. l'invitation. Ah, Oui. question. Bon, je m'interrogeais juste sur quel délai vous donnez-vous pour juger du résultat de l'opération? En fait, d'abord, on juge sur la microscopie confocale. Donc, on voit de façon objective. Donc, on avait des patients qui avaient aucune innervation cornéenne en préopératoire. Et donc, avec la microscopie confocale, on voit les nerfs arriver. Donc, c'est pour ça qu'au départ, on a pris vraiment des patients qui avaient des dénervations complètes. On aurait pu prendre d'autres patients qui ont des yeux secs sévères ou des cicatrices d'herpès, mais eux, ils ont encore des nerfs. Donc, c'est des patients qu'on peut déjà suivre, monitorer en confocal et voir si les nerfs arrivent dans la cornée. Donc déjà, on a un succès anatomique. Après, il faut avoir une sensation positive chez le patient. Souvent, elle arrive quelques mois après, mais parfois, les patients n'ont pas de sensation dans l'œil. Ils vont ressentir dans le front, par exemple. On dit, ah, bah, quand on touche l'œil, je ressens dans le front de l'autre côté, ce qui est logique puisqu'on a connecté de l'autre côté. Donc, à partir du moment où le patient a une sensation et des nerfs dans la cornée, on considère qu'il a un succès. Et puis après, en général, on attend 1 an et demi, 2 ans avant la greffe, parce qu'on veut être sûr que le terrain d'innervation soit propice, qu'il y ait beaucoup de facteurs de croissance qui soient relâchés dans le milieu cornéen. Et puis là, après, c'est la greffe. Et après, pareil, on a suivi les greffes de la même façon. On a des suivis qui sont longs maintenant, 8, 9 ans pour les patients, certains patients. Merci beaucoup, Nassim. Alors, je vous indique entre parenthèses qu'une collation vous attendra après ces présentations. Alors là, vous n'avez pas fini de rêver sur les innovations en ophtalmologie. Vincent Dayen, chef de service à Montpellier, hein, donc va nous présenter quelque chose d'étonnant sur les kératoprothèses. Les indications, je crois que c'est... Alors, le titre précis, c'est kératoprothèse et solutions actuelles et perspectives. Et donc, tu es investigateur dans certaines technologies, on va dire, plus que d'avant-garde. C'est vraiment tu vas nous montrer en tant qu'investigateur des chirurgies et des actes chirurgicaux qui sont vraiment très, très peu connus et que tu vas nous faire découvrir maintenant et qui là aussi participe à la lutte contre la cécité et cette lutte qui permet de redonner la vue à des patients quasiment aveugles. À toi, Vincent. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci à tous. Je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui et de vous parler aussi d'une chirurgie qui me passionne depuis maintenant pas mal d'années, donc la chirurgie des kératoprothèses. Donc, malgré les progrès considérables dans les greffes de cornée ces dernières années, on en a parlé, il y a des patients qui ont des kératites neurotrophiques, mais il y en a aussi qui ont des néovascularisations cornéennes, comme vous pouvez le voir en haut à gauche. Et c'est des patients dont on sait qu'ils vont perdre le privilège immunologique de la cornée avec des cornées et des greffes qui vont être rejetées comme en haut à droite. Il y a des patients encore plus sévères, comme celui du bas, qui correspond à un patient qui a eu un Lyell et qui a une conjonctivalisation, une kératinisation de toute sa surface oculaire. Donc, dans ce cadre-là, on peut proposer, une des options est de proposer une kératoprothèse. Et je vais tout d'abord vous parler de la kératoprothèse de Boston de type 1. C'est celle sur laquelle on a le plus de recul, car il y a quand même 13 000 kératoprothèses de Boston qui ont été implantées dans le monde. Il y a eu beaucoup d'évolutions sur le design, sur les matériaux de cette kératoprothèse. Et la dernière évolution, celle que je vous présente, c'est donc, comme vous le voyez, la front part, c'est une optique en PMMA, donc en plexiglas, un greffon de donneur qui sera perforé en son centre et une contreplaque en titane qui reste un matériel très bien toléré.
Donc voilà à quoi ça ressemble sur l'œil du patient. Il faut savoir que cette kératoprothèse nécessite d'avoir un très bon film lacrymal et une bonne fonction palpébrale pour pouvoir être implantée. Donc voilà une chirurgie de kératoprothèse de Boston. Donc on commande directement à Boston auprès de nos collègues. Hop. Voilà, ça démarre. Donc la préparation de la kératoprothèse, c'est le temps le plus important et le plus délicat parce que ça va conditionner le succès de cette chirurgie. Donc on va prendre un greffon halogénique qu'on va trépaner à un diamètre de 8,5 mm et on va le perforer en son centre à 3 mm, ce qui va nous donner ce qu'on appelle un donut cornéen. Donc ce fameux donut cornéen, on va aller le positionner sur l'optique en PMMA, qui sera donc la partie transparente en plexiglas qui permettra au patient de voir, et on va consolider le montage avec une contreplaque en titane perforée pour laisser passer l'humeur aqueuse et permettre à la nutrition de pénétrer. Donc on vérifie bien le montage, puis après sur l'œil du patient, la chirurgie en elle-même, c'est une kératoplastie transfixiante. Donc vous voyez ici sur un œil qui est totalement néovascularisé. Donc comme je vous ai dit, avec une perte du privilège immunologique et un risque de rejet majeur. Donc c'est des patients chez qui généralement on contre-indique une greffe allogénique. Donc après, on va aller prendre notre montage. Donc je vous ai dit un donut cornéen avec au milieu du PMMA. Et on va aller faire des points séparés préférentiellement, qu'on enlèvera assez vite pour diminuer le risque infectieux. Donc, c'est sûr qu'on prévient le patient qu'au début, son œil a un peu un aspect d'œil de Robocop. On met une lentille de contact, mais assez vite, en fait, les trous qu'on peut apercevoir de la plaque en titane vont s'opacifier parce que la partie donut va finalement être rejetée et seul le centre en PMMA va rester transparent. Donc voilà un exemple de résultat. En fait, dans les études, quand on fait la revue de la littérature, les résultats sont très variables avec des rétentions qui dépendent beaucoup de l'étiologie. Ça va de 30% à 95%. Chez les patients inflammatoires, les résultats ne sont pas bons. Donc, il vaut mieux se concentrer sur des étiologies comme le rejet de greffe multiple ou les néo-WC. Et quand ça marche bien, on peut avoir des très belles récupérations visuelles. Ça nécessite un suivi très régulier parce qu'on va changer la lentille de contact tous les mois. Mais, comme je vous ai dit, la Boston, ça nécessite un film lacrymal suffisant. Et en cas de conjonctivisation, de kératinisation, de xérophthalmie, on va pouvoir proposer uniquement la technique d'ostéo-odonto-kératoprothèse. Donc, la technique d'ostéo-odonto-kératoprothèse consiste à réaliser un prélèvement soit d'une canine, soit d'un prélèvement d'os tibial si le patient n'a pas une dentition de qualité suffisante. On va aller percer le milieu de cet os tibial ou de cette canine et on va y intégrer une optique en PMMA transparente qu'on va mettre en germination pendant 3 mois dans une poche sous-cutanée. Et on va recouvrir l'œil du patient de muqueuse buccale qu'on aura prélevée dans sa bouche. 3 mois plus tard, on aura notre kératoprothèse. Donc, on va commencer par faire une kératectomie centrale, enlever l'iris complètement du patient, c'est une reconstruction complète du segment antérieur de l'œil, enlever complètement le cristallin par chirurgie intracapsulaire, faire même une petite vitrectomie antérieure. Il y a des équipes où chez certains patients, on fait une vitrectomie complète d'emblée pour diminuer le risque de décollement de rétine, qui est une des complications de cette chirurgie. Donc, on va après suturer notre kératoprothèse et recouvrir avec la muqueuse buccale. Donc voilà chirurgicalement ce que ça donne. Donc je fais ces chirurgies avec une collègue qui est chirurgienne maxillofaciale, donc qui a l'habitude de prélever de l'os parce qu'elle fait des reconstructions faciales, c'est le docteur Deboutré. Donc on prélève soit du tibia, soit une canine avec sa racine. Donc c'est une chirurgie qui est quand même assez invasive. On va combler le trou avec du bassin.
On fait notre montage d'optique dans la dent du patient. Et ce montage dent optique, on va le mettre en germination pour stériliser l'ensemble et que l'ensemble de la kératoprothèse soit conjonctivalisé, soit entouré d'une fibrose, d'une capsule de fibrose, pardon. On va réaliser le débridement de la surface oculaire du patient qu'on va recouvrir de muqueuse buccale. Donc, comme vous le voyez, c'est un lambeau libre donc, qui est avasculaire au début, puis qui va progressivement se vasculariser. Ça fait partie des choses qu'on surveille. 3 mois plus tard, on récupère notre kératoprothèse, donc, qui est encapsulée. Et cette encapsulation, elle va être indispensable à la bonne biointégration de la kératoprothèse. On fait une kératectomie au bon diamètre, l'iridectomie complète, donc on enlève complètement l'iris, qui évidemment saigne un peu. On patiente, on réalise l'extraction intracapsulaire du cristallin avec une cryode, une vitrectomie centrale, puis la suture de notre kératoprothèse, donc cette optique transparente qui s'est encapsulée de fibrose. Et enfin, on va recouvrir avec la muqueuse buccale qui permettra de protéger la surface oculaire du patient et d'éviter les érosions et complications. Voilà l'aspect après quelques mois d'un patient. Donc, pour le coup, c'est une technique qui a une très bonne survie anatomique au long cours, de 85% à 18 ans, et plus de la moitié des patients retrouvent une acuité à plus de 5 dixièmes. Ça dépend bien évidemment de leur état de nerf optique et rétine, mais c'est chez ce patient que j'ai opéré il y a 3 ans, on a une acuité qui est à 7 dixièmes. Donc voilà, j'ai, avec l'autorisation de 3 patients, fait un petit reportage pour vous montrer un peu pourquoi, même si c'est des chirurgies qui sont très lourdes et longues, ça vaut le coup. Tant que la cornée se pacifie complètement, ce qui s'est passé à peu près au bout de 6-7 mois, donc une perte de vision quasi complète. Et puis le côté, dès le soir même du deuxième temps, moi j'ai retrouvé déjà un certain niveau de vision qui consistait par exemple à percevoir le contour des meubles, à voir les fenêtres, avoir la couleur des fauteuils de ma chambre, ce que je ne percevais pas évidemment au maternel. Par exemple, j'ai retrouvé une autonomie de 100% dans la cuisine. J'aime bien faire la cuisine. Pour l'anecdote, hier soir, en venant aujourd'hui nous voir en consultation, j'ai préparé de la confiture de fraises. Je suis allé me promener seul dans le jardin, je reconnais les plantes, je peux circuler, je peux revenir. Ça me permet d'abord de revoir toute ma famille et ça m'a franchement pas pris parce que ça faisait quand même 30 ans. Et puis, je recommence à faire connaissance en fait avec ma ville et tout ça. Parce que Ta ville, c'est Marseille. Hein. Du quotidien sans problème. Par exemple, cuisiner ou... Ah oui, cuisiner, faire une machine à laver, tendre une machine à laver, descendre dans le jardin. Et j'ai même vu le sac de la salle d'attente. Génial. Bon, et du coup, vous retrouvez un peu d'autonomie? Oui. Déjà, j'ai plus besoin de chercher la canne blanche par terre quand je l'ai perdu. Ah oui, déjà pas mal. Ça, c'est pas mal. Oui, puis c'est plus de poser. Bon, c'est une bonne nouvelle. On continue comme ça, alors. Oui. Donc, c'est sûr que c'est des chirurgies qui sont très gratifiantes, mais c'est quand même aussi un parcours semé d'embûches. Hein. Il y a un gros suivi, des chirurgies qui sont longues. Il y a des complications, donc il faut bien informer le patient. Mais quand ça marche bien, c'est gratifiant. Je terminerai sur juste 3 diapos pour vous dire que la recherche dans les cornées artificielles reste très active. Donc, je participe à un essai clinique qui est l'essai Cornéa de Capro. Donc, c'est une cornée, pour le coup, avec une optique en PMMA plus large, qui fait 7 mm de diamètre, entourée d'une matrice extracellulaire artificielle. Donc, c'est du polyuréthane microfilé par un processus d'électrospinning de polymère. Donc, les résultats chez l'animal étaient très bons. On a fait une première essai clinique qui était quand même assez peu... voilà, il y a eu quand même beaucoup de complications. Sur 10 patients opérés, il n'y en a que 3 qui ont leur kératoprostasie in situ.
Mais la recherche et les kératoprothèses, il faut s'accrocher. Et donc, cette startup a sorti une deuxième version de la kératoprothèse en prenant en compte les difficultés, les complications de la première version. Et j'ai posé cette version-là chez ce patient à maintenant un peu plus de 4 mois. Et ça semble assez prometteur. En tout cas, il semble ne pas y avoir les complications qu'on a eues avec la première version. Donc, qui laisse aussi de l'espoir pour les patients pour des chirurgies peut-être moins lourdes que celles des kératoprothèses ostéo-odonto. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. C'était vraiment une très belle présentation. Sur Cornéate, actuellement, donc tu participes tu es investigateur au niveau mondial. Donc, combien de personnes ont été opérées dans le monde, puisqu'il s'agit quand même de quelque chose de révolutionnaire, puisque c'est complètement artificiel, quoi. C'est du PMMA que tu utilises. Combien de personnes sont actuellement en investigation sur cette technologie? Alors pour l'instant, donc sur la France, on est 2 investigateurs. Il y a le professeur Gabizon à la Fondation Rothschild et moi à Montpellier. Après, il y a des centres au Canada, en Israël, hein, c'est une start-up israélienne. Il y a des centres en Inde aussi. Et donc pour l'instant, là sur la deuxième version, il y en a une dizaine qui ont été posées. C'est assez récent, hein, là ça fait 6 mois qu'on a commencé la deuxième phase de cet essai clinique. Donc on attend maintenant le long cours pour voir, parce un des résultats les plus importants, c'est le taux de rétention de ces kératoprothèses. Donc, on va voir comment, au final, ce biomatériau est intégré et arrive à tenir. Bon, peut-être une petite remarque pour dire que les techniques de cornée artificielle, c'est quand même très ancien, hein, ça a plusieurs dizaines d'années quand même, et que très régulièrement, on voit apparaître des nouvelles kératoprothèses synthétiques qui disparaissent, puis d'autres, etc. Mais il y en a une qui reste, et ça fait un petit peu le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure sur l'autologue. C'est l'ostéodonto-kératoprothèse qui, elle, reste toujours là, si vous voulez. Alors que les autres ont été petit à petit, on va dire, abandonnés. Quel âge a l'ostéodonto-kératoprothèse, Vincent? Est-ce que tu peux dire quelle est la première Oui, c'était dans les années 68 que ça a été débuté par une équipe italienne, Strampelli. Donc c'est sûr que c'est assez ancien. Après, il y a eu des évolutions sur la technique. Il y a le protocole de Rome-Vienne qui a revu la technique il y a quelques années. Mais c'est sûr que c'est une technique, effectivement, qui traverse le temps. C'est celle qui a le plus de recul, voilà. Et donc, par contre, c'est tellement long, etc., qu'il faut que peu d'équipes en France pour la réaliser. Donc, tu en fais partie et on te remercie. Merci beaucoup, Marc. Merci. Y a-t-il des questions?